Nous accueillons maintenant Pénélope Bagieux en conversation avec Camille Borda. Camille, merci de continuer ta journée. Quelques mots sur Pénélope. Plusieurs de vous la connaissent déjà grâce à sa chronique parue dans Le Monde, ce quotidien que tout le monde connaît, et cette chronique qui s'appelait « Les culottés ». En tome 1 et 2, où Pénélope Bagieux raconte la vie des femmes du monde entier qui ont bravé des interdits et remis en cause des normes sociales, sexistes ou patriarcales. Avec sa plume aiguisée et son coup de crayon si particulier, Pénélope communique avec finesse et humour un message fort sur ce qu'est d'être femme dans le monde moderne, rien de moins. Donc, Les culottés viennent de paraître aux États-Unis sous le titre Brazen, livre qu'elle présentera ce soir à 7h30 pour ceux qui parlent moins bien français, en anglais au Volumes Book Café à Wicker Park. Nous accueillons avec plaisir Pénélope qui est en conversation avec Camille Borda. Merci, mesdames. Bonjour Pénélope, ça va? Je vais juste, puisque tu as fait l'introduction, je vais juste... alors, je vais montrer les livres déjà. Volume 1, volume 2, il est là-bas. Moi, j'ai lu à la fois en français et en anglais. J'ai quelques questions sur les différences aussi, mais bon, qui sont peut-être des questions un peu idiotes, mais je vais les poser quand même. En fait, j'ai tout lu en une après-midi. Bravo. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement addictif dans cette lecture qui est lié évidemment à la façon dont tu racontes, à tes choix narratifs, à ton humour aussi, et aux histoires elles-mêmes évidemment, parce que c'est quand même des histoires assez fascinantes et je connaissais même pas la moitié des femmes dont tu fais le portrait ici. Et c'est vrai que j'ai appris énormément de choses et ça fait longtemps que je n'avais pas appris autant de choses en si peu de temps. Et en fait, la question que je me pose, c'est peut-être pas, c'est la première question que je me suis posée en lisant ça, c'est est-ce que tu penses que l'art doit avoir cette vertu éducative aussi un petit peu? Est-ce que ton but c'était d'apprendre quelque chose aux gens ou c'était juste d'apprendre quelque chose à toi aussi? Je ne sais pas si tu avais envie d'apprendre plus de... Je ne sais pas si tu connaissais toutes ces personnes avant de te lancer dans l'écriture ou si tu en as découvertes au fur et à mesure de ta chronique. Ouais, c'est ça. En fait, est-ce que tu penses qu'il y a une vertu éducative de l'art ou pas? Moi, je déteste lire des BD qui essayent de m'apprendre quelque chose. J'ai horreur de ça. Et si je veux apprendre quelque chose, je ne vais pas lire une BD pour ça. J'aime pas vraiment l'idée de se dire oh, la BD, c'est une façon amusante d'apprendre. Parce que, en fait, c'est pas que pour les gens qui ont 8 ans et demi, la BD. En revanche, là où tu as raison, c'est que pour moi, c'était super à faire, en fait. J'ai passé 1 an à lire des autobiographies, à lire des vieux journaux, à regarder des documentaires. Donc, j'ai passé 1 an à être étudiante, en fait. Ça, c'était vraiment super. Ensuite, ça reste de la non-fiction dans le sens où tout ce que je racontais est vrai. J'ai rien inventé. Dans les faits, les dates. Mais mon objectif, c'est pas tant qu'on referme le livre en se disant qu'on a appris quelque chose. Surtout que c'est des biographies très courtes qui font à peu près 6 pages à chaque fois. Donc autant dire que ça ne vaut pas une biographie. Hein. Ouais. En revanche, j'espère qu'en le fermant, on se dit qu'elles étaient cool. Et qu'on se dit que de plein de manières différentes et à plein d'époques, elles étaient vraiment toutes... on a vraiment envie de les connaître plus. Et l'idée, c'est qu'au bout de 6 pages, on ait envie de lire d'autres choses sur ces femmes-là et qu'à ce moment-là, on commence à apprendre des choses. Mais là, moi, je montre un tout petit peu, à peine, juste pour faire un petit teasing, en fait. Et tu as dit elles étaient cool, mais... Et je me demande, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de femmes dont tu fais le portrait qui sont toujours en vie aujourd'hui. Ça va de l'Antiquité grecque à aujourd'hui. Est-ce que tu en as rencontré quelques-unes? Est-ce que tu as été en contact avec quelques-unes des culottées? Ou est-ce que tu sais si elles ont vu la BD? Est-ce que tu as besoin de leur accord avant de publier quoi que ce soit sur elles ou... Alors, je n'ai pas besoin de leur accord, heureusement. Et puis, de toute façon, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que... je n'invente rien dans le sens où je prends que de la documentation qui existe. Et souvent, mon terreau de base, c'est les autobios. Donc, de toute façon, je ne vais pas chercher beaucoup plus loin que ce qu'elle avait envie de raconter, de toute façon. Mais il y en a certaines avec qui je suis rentrée en contact parce qu'elles ont vu, en fait. Par exemple, dans le tome 2, je parle d'une jeune fille afghane qui s'appelle Sonita Alizadeh, qui est une rappeuse d'Afghanistan qui maintenant vit aux États-Unis. Et elle a maintenant 20 ans.
Donc elle est sur Internet. Et donc elle l'a vu. Et elle l'a vu avant que le livre paraisse, c'est-à-dire elle l'a vu à l'époque où c'était encore en ligne sur le site du Monde. Du coup, puisqu'on a échangé, j'en ai profité pour lui demander les choses que je n'arrivais pas à trouver ailleurs. Ouais. Par exemple, je lui ai demandé avec quel rappeur elle aimerait bien collaborer, et puis elle m'a répondu. Mais du coup, elle a regardé et elle m'a dit je ne suis pas super à l'aise avec la façon dont tu dessines ma mère. Ouais. Et du coup, on a eu une discussion assez intéressante où je lui disais ouais, mais à la limite, c'est moi qui dessine, donc je fais ce que je veux. Et elle me dit non, parce que tu ne dessines pas des choses qui n'existent pas, c'est des vraies personnes. Ouais. C'est ma mère en fait, donc non. Donc c'était assez intéressant cette réflexion de à quel point je ne suis pas journaliste, je ne suis pas historienne, j'invente des choses, mais j'invente des choses sur des... Enfin, je brode autour de choses réelles. Donc, mais il y a quand même un truc qui est assez pratique, c'est que c'est super pour montrer patte blanche le dessin, parce que les gens sont toujours émerveillés de se voir en dessin en fait. Donc c'est pas comme si je les filmais en gros plan avec la peau qui brille et qui se trouvait horrible, c'est qu'ils regardent, ils font « Ah, c'est moi !» Et les gens sont toujours assez émerveillés et je bénéficie un peu de cette... ce petit arc-en-ciel, quoi. Ouais, c'est que j'avais jamais pensé. Mais... Ça fait toujours des étoiles dans les yeux. Et après, la deuxième partie de ça, c'est quand le livre est sorti ici, qu'il a commencé, parce que pareil, ici, il a été prépublié, donc ça fait à peu près 2 ou 3 mois qu'on peut lire les versions américaines ici. Et ça, c'est un peu la partie le rêve américain, mais pour les femmes dont je parle, qui sont américaines et qui sont vivantes, en fait, hyper vite, ça leur est arrivé entre les pattes et elles l'ont vu. Ouais. Et du coup, je leur en ai dédicacé. Ce qui était fou, en fait. Et avec un peu la crainte que ça ne leur plaise pas, mais encore une fois, elles sont plutôt flattées, surtout que globalement, j'en dresse quand même des portraits. C'est sympa. Et tu as changé la façon dont tu dessines la mère de Sonita? J'ai changé la mère de Sonita. Et d'ailleurs, en gros, dans l'histoire, sa mère l'a vendue, en gros, à un mari, quoi. Et puis, donc moi, j'en avais vraiment le portrait d'une sorcière. Et elle m'a dit, non, mais tu comprends pas, ma mère, elle a connu que ça toute sa vie. Donc déjà, elle a fait que répéter des choses qu'elle avait vues, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Et surtout, aujourd'hui, elle accepte la carrière que j'ai. Et elle est à des milliers de kilomètres de ce qu'elle devrait penser, vu sa culture. Donc déjà, elle a une souplesse intellectuelle folle, ma mère. Tu peux pas dire que c'est une horrible bonne femme qui essaie de me vendre. Et en fait, c'est vrai. Donc c'était assez intéressant d'avoir son retour à elle. Mais bon, c'est vraiment une histoire à part. C'est un sujet un peu complexe. Et puisqu'on parle des changements que tu as fait au fur et à mesure de l'écriture, par exemple, pour l'histoire de Sonita, mais j'ai remarqué que l'histoire de Poulan Devi, ou je ne sais pas comment on prend, elle n'est pas dans la version américaine. J'ai un peu une idée de pourquoi elle n'y est pas. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus, ou est-ce que j'imagine que l'éditeur américain ne voulait pas parce que c'était trop violent ou... Oui, en fait, parce que tu dois le savoir vu que tu publies dans 2 pays. Ici, il faut décider en amont à qui s'adresse le livre, ce qui est quelque chose qui n'existe pas du tout en France. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ma BD, chez Gallimard, ils s'en foutaient complètement de savoir si ça tombait entre les mains d'un enfant ou d'un adulte. Et moi, quand les gens l'achètent, et eux me demandent, ils me disent, du coup, je peux le faire lire à mes enfants à partir de quel âge? Et je leur dis un peu à la louche, alors, ça dépend des histoires, mais globalement, à partir de 8 ans, c'est OK. Sauf, il y a certaines histoires dans celui-ci, dont cette fameuse histoire de Poulan Devi, qu'il ne faut pas lire quand on est enfant, parce que c'est l'histoire d'une activiste indienne qui a été victime de viols collectifs, notamment de la part de la police, quand elle était petite, et qui a été vendue par ses parents à 9 ans. Donc, on n'a pas forcément envie que les enfants sachent tout de suite que le monde, c'est aussi ça. Et en fait, quand le livre a été prévu pour ici, l'éditeur américain, lui, pour le coup, a dû tout de suite statuer sur la cible. Et donc, il fallait décider si c'était young adult, si c'était teen, si c'était enfant. Et du coup, ils ont retourné le truc dans tous les sens. Et l'histoire qui posait vraiment problème, c'était celle-ci. Et donc, ils ne m'ont pas enlevé l'histoire, mais ils m'ont proposé une alternative qui était, si tu veux laisser cette histoire dans le livre, aucun problème, mais il faut que tu saches que tu rentreras jamais dans une école avec ce livre. Tu ne pourras pas aller dans les bibliothèques scolaires. En gros, par défaut, on va l'interdire à n'importe qui de moins de 16 ans. Comme tu veux, mais ça passe un peu à côté de son objectif quand même, qui est de parler aux jeunes filles aussi. Et du coup, soit on vidait complètement de sa substance cette histoire-là en enlevant ce qui était violent, mais du coup, on ne comprend pas pourquoi, sur le tard, cette femme s'est mise à brûler des villages entiers. Parce qu'elle est juste folle, en fait. On ne sait pas par quoi elle est passée. Donc, on a décidé d'enlever complètement l'histoire. Du coup, il y en a 29 et pas 30, donc c'est un peu bizarre. Mais ça ne me dérangeait pas parce que moi aussi, quand des enfants lisent cette BD, je ne tiens pas à ce qu'ils lisent celle-ci. En revanche, il y a une autre histoire qui est aussi dans ce tome 2, qui est l'histoire de Thérèse Claire, qui est une activiste française qui a milité pour le droit à l'avortement
et qui a pratiqué des avortements clandestins sur la table de sa cuisine. Et ça, j'avais dit à l'éditeur américain, j'imagine que ça va être un problème aussi. Et il m'a dit, alors ça, pas du tout, pour le coup. Parce que c'est pas violent, c'est la réalité, c'est tout. Et on voudrait que les jeunes filles sachent que quand l'avortement est clandestin, des femmes meurent, en fait. Donc ça, c'est... Non, on y tient, celle-là, on la garde. Et autant faire des modifications idéologiques, ça m'aurait vraiment posé problème. Autant qu'on enlève des scènes de gamines de 9 ans qui se font violer, bon, c'est vrai que... Je peux comprendre. Et puis sinon, pour les modifications classiques, pour une version américaine de BD, pour que vous sachiez, on doit cacher tous les tétons. Voilà. Je commence à avoir l'habitude, donc j'ai rhabillé Joséphine Baker. Attends, du coup, je vais... Ah, si. Et aussi, si jamais tu veux jouer au jeu des 7 erreurs, j'ai dû aussi enlever 2 érections sur l'ange de la ville, la statue de Peggy Guggenheim, et le mari de Lemay Bowie. Voilà, donc j'ai photoshopé les petites bosses sous les draps et tout ça. Et on en parlait, parce que moi, on me pose souvent la question de savoir s'il y a des différences entre la façon dont les écrivains sont considérés ici par rapport à en France. Et toi, tu vis à New York maintenant. Je me demande si est-ce que tu ressens une différence autre que savoir exactement à qui s'adresse tel ou tel livre. Est-ce que dans ta vie quotidienne, tu ressens des différences entre la façon dont un auteur de BD, illustrateur est considéré ici par rapport à en France? Ou est-ce que c'est un peu du pareil au même? Alors, il y a plusieurs choses en une. Déjà, je pense que le fait d'être français ici, c'est encore autre chose. C'est que du coup, on a une espèce de marge de tolérance de « Ah, c'est des artistes français, ils sont jamais à l'heure. » Je pense qu'ils sont beaucoup plus cool pour ça. On a une espèce de petite tolérance. Pour la BD, je pense que le travail un peu de pédagogie en France sur le fait que la BD, c'est pas que pour les enfants, ça a été quand même bien enclenché par le roman graphique, l'association. Bon, les gens ont à peu près tous entendu parler de Persépolis, donc on part pas de zéro. Ça n'empêche que les gens me demandent toujours si je fais des livres pour enfants, mais un peu moins. Alors qu'ici, il y a vraiment l'espèce d'énorme monstre des super-héros, qui est pour les Américains la BD, en fait. Et les gens qui font de la BD indépendante, à côté de ça, c'est vraiment la résistance. C'est qu'ils ils se battent, ils s'auto-éditent, ils sont... Donc c'est très vivace. J'ai l'impression que les auteurs de BD ici sont beaucoup plus habités par ça parce que déjà, ils ne peuvent pas se faire éditer, alors qu'en France, en vrai, si tu veux te faire publier en BD, tu peux, parce qu'il y a à peu près autant de maisons d'édition que d'auteurs. Ça ne veut pas dire que tu vas en vivre, loin de là, mais tu peux être édité. Alors qu'ici, pas du tout. Et du coup, les auteurs de BD américains que j'ai rencontrés fantasment complètement la France. Et se disent « Ah, mais un jour, je serai un auteur en France et je ferai mes livres. » Et les gens me reconnaîtront dans la rue parce qu'en France, tout le monde lit de la BD. J'irai à Angoulême, ça sera merveilleux. Alors je dis, est-ce qu'on leur dit ou pas? Non. On leur dit pas. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu pareil en fait pour les romanciers. Qu'est-ce que tu aimes? Moi, c'est une question que je trouve toujours intéressante. Je sais pas si quand on me demande ce que je lis, ce que j'aime lire. Toi, quels sont les auteurs même de BD ou même de romans? Je sais pas ce que tu lis, mais j'aime bien savoir ce que... Qu'est-ce que tu nous recommanderais? Qu'est-ce que je recommanderais? Alors là, en ce moment, comme je suis en tournée, je lis beaucoup, puisque je suis tout le temps dans l'avion et dans le train. Et ça tombe bien, je me suis emporté un pavé qui est super et j'ai toujours hâte d'être dans l'avion pour continuer. C'est un livre qui est sorti l'an dernier qui s'appelle Le Grand Paris d'Aurélien Bélanger. C'est chez Gallimard. Qu'est-ce qu'on est corporate, décidément. C'est merveilleux à lire. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui fait une thèse en urbanisme et qui se retrouve un peu par hasard à être embrigadé dans l'équipe de campagne de Sarkozy avant la présidentielle. Il dit jamais que c'est Sarkozy, il l'appelle le prince. Et c'est une réflexion sur toute la... je ne sais pas comment expliquer. Comment l'urbanisme de Paris a vraiment façonné toute la sociologie de Paris aussi. Et comment quelqu'un qui réussit à manipuler ça, en fait, peut manipuler le pays entier et peut se faire élire. Et c'est un petit côté Quai d'Orsay en plus dans les couloirs, etc. Donc c'est assez chouette. Et c'est écrit, c'est hyper drôle en plus. Voilà, Le Grand Paris, je le recommande. Je comptais le lire en fait, donc voilà. Question... parce que en fait, je ne connais pas grand-chose à la BD, mais parce que ça alterne. Il y a chaque histoire, donc comme tu dis, chaque biographie fait 5-6 pages. Et à la fin de chaque histoire, il y a une espèce de double page comme ça qui résume, qui est une espèce de
peinture de la vie qu'on vient de lire. Et moi, je ne les ai pas lues à l'époque où elles ont paru dans Le Monde, ces bios, mais elles ont toute une palette de couleurs assez limitée avant ce spread de pages. Est-ce que c'est toi qui te limites, je vais prendre 5 ou 6 couleurs et pour cette personne, ce sera ces 5 ou 6 couleurs-là, ou est-ce que c'était une contrainte du monde en Non. fait? J'ai eu aucune contrainte du monde. Et d'habitude, je demande beaucoup de contraintes de la part de l'éditeur. Et pour ce livre-là, pour la première fois, j'ai fait mon livre dans mon coin. Et quand il était fini, je l'ai rendu. Et je me suis dit, voilà, imprimez-le. Donc, non, c'est-à-dire que c'était effectivement prépublié dans les pages du Monde toutes les semaines. Donc, je devais rendre une biographie par semaine. Donc, la contrainte, je me la suis un peu imposée moi-même. C'est-à-dire qu'il fallait que j'arrive à boucler une bio par semaine. Donc, en gros, je passais la moitié de la semaine à lire. Et l'autre moitié de la semaine, il fallait que je fasse ces 6 pages de BD. Donc, il fallait que je trouve tout de suite un système graphique qui me permette d'aller vite. Bon, là, j'ai l'avantage d'avoir un style de dessin qui va assez vite. Et pour les couleurs, effectivement, au début, c'était une contrainte qui m'effrayait un peu, le fait de prendre 5-6 couleurs. Et en fait, c'est un super exercice de synthèse, parce qu'en fait, on peut tout dire avec 5 couleurs. On évite de se perdre dans des détails pas très importants. Et à chaque fois, j'essayais de trouver une gamme de couleurs qui représentait l'époque, le pays, aussi l'état d'esprit de cette histoire-là. Et en fait, c'est comme souvent, les contraintes un peu restrictives comme ça sont hyper... Après, au contraire, c'est plutôt assez épanouissant. De la même manière que en fait, cette contrainte de temps, qui était 6 pages, il y a des femmes qui ont eu des vies qui sont ça ferait un biopic de 4 heures. Et donc, la réduire à 6 pages aussi, c'était beaucoup de digestion. Et c'était très bien. Je suis dessinée, je vous conseille d'essayer de faire ça. Dessiner avec 5 couleurs. Et c'est parce que tu aimes la contrainte que tu écris beaucoup de non-fiction? Mais j'écris pas tant que ça de non-fiction. Je sais pas pourquoi, j'en ai fait 2 d'affilée. C'est fini là, je n'en ferai plus. Hein. C'est une super ossature pour inventer, je trouve. De pouvoir se dire, je vais parler de quelqu'un qui a existé, mais me l'approprier et en faire... C'est marrant, je racontais ça hier. Je ne sais plus qui m'a parlé récemment de Nelly Bly. Elle m'a dit, ah c'est marrant, j'ai mis un truc sur Nelly Bly, donc il y a un des personnages de mon livre. Et ma première réaction, c'est que j'ai dit, ma Nelly. En fait, pour moi, c'est les miennes, ces femmes-là, parce que je les ai tellement... On est obligé d'avoir tellement d'empathie pour les personnages qu'on raconte qu'on finit par devenir fou et avoir l'impression qu'ils existent vraiment. Donc, voilà. Et tu en as une préférée ou... Ben non, je les aime toutes. Ouais. Comme mes enfants. Et tu les connaissais toutes avant de te lancer là-dedans? Mais pas du tout. À force de... Pas du tout. Parce que moi, j'avais jamais entendu parler de la plupart d'entre elles. Pas du tout, figure-toi. En fait, au début, j'en avais 2-3. Et je me demandais au sujet de laquelle j'allais faire une bio de 300 pages comme j'avais fait avant. Et puis, je me suis dit, bah non, c'est bête puisque j'en ai 2 ou 3. En cherchant bien, je dois pouvoir en trouver 5. Et puis, en fait, c'est vraiment un vortex. C'est-à-dire que je pourrais trouver 10, puis 40, puis 57. Et je me suis dit, bon, bah, on va se limiter à 30. Et pour les trouver... Bon, il y avait une espèce de système un peu d'enchaînement, en cherchant une, tu en trouves une autre. Et aussi, j'ai demandé à des copines, en fait, si elles aussi, il y avait des femmes qu'elles avaient toujours admirées, qui n'étaient pas du tout connues, et qui, d'après elles, méritaient d'être connues. Et voilà, et donc elles m'ont dit, ah bah oui, il y a telle chanteuse. Voilà. Mais moi, les miennes, il y avait Katia Kraft, qui est mon idole d'enfance. De toute façon, c'est ton idole d'enfance. Voilà, c'est pour ça, à l'origine, je voulais faire un livre sur elle. Peggy Guggenheim, qui est pareil, quelqu'un que j'admire. Donc c'est toute celle du deuxième en fait, parce que j'ai fait un peu un warm-up avec le tome 1. Puis quand je me sentais prête à attaquer celle qui m'intimide plus, j'ai fait le deuxième. Tove Jansson, qui est la créatrice des Moumines. Tout ça, c'était un peu mes rôles modèles. Et puis en fait, la liste ne s'arrêtait plus. C'est pour ça que dans la version américaine, il y a une espèce de page des médailles d'argent après, avec les 30 de plus que je ne pouvais pas mettre dans le livre, souvent parce qu'elles étaient trop connues. C'était quand même un peu ma ligne. Par exemple, pendant que j'étais en train de finir celui-ci, Simone Veil est morte, et je me suis dit, est-ce que je peux vraiment ne pas mettre Simone Veil dedans? Puis ça allait complètement à l'encontre de mon projet, c'est-à-dire, moi ce que je veux, c'est que les gens se disent, non mais c'est quand même dingue que j'ai jamais entendu parler d'elle avant. Je veux vraiment que les gens se disent ça. Alors que Simone Veil, ça marche moins bien, quoi. Forcément. Est-ce qu'on a encore... J'ai oublié de regarder, de prendre une montre. Ok. Ouais, du coup, ça va encore une. Est-ce que vous avez des questions? J'ai oublié d'annoncer ma dernière question pour que les gens se préparent à parler en public. Oh, derrière.
c'est encore moi. C'est une question qui est un peu controverse, enfin, je sais pas. Mais je sais qu'il y a un peu de discours autour du mot féministe en France. Moi, je suis américaine, du coup, je n'ai pas de problème avec le mot féministe. Mais est-ce que tu trouves que ton livre est féministe ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est-ce que vous avez des sentiments autour du mot féministe? Alors, mon livre est complètement féministe. Et 100%, moi aussi. J'ai aucune équivoque autour de ce mot. Je suis bien désolée de l'image qu'a pu malheureusement récupérer la France à cause d'une tribune malencontreuse il y a quelques temps. Mais vraiment, non, c'est un livre féministe. Et j'ai même une anecdote à te raconter dont je suis très fière. Il y a une émission de télé que j'ai faite pour la promo de ce livre en France, où le présentateur m'a demandé ça aussi, mais avec l'impression qu'il me demandait vraiment un truc où ça allait exploser, quoi. Il m'a dit, est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu féministe, hein, ce livre? Donc, je lui ai dit, mais évidemment, bien sûr. Et en fait, après, j'ai vu passer un message d'une jeune fille qui racontait, mais pas à moi, elle le racontait en commentaire d'un site. Et elle disait, ah, je suis hyper contente d'avoir vu Pénélope à la télé dire que c'était bien un livre féministe, parce qu'il y a quelques semaines, j'étais dans une librairie, et le libraire est en train de recommander Les Culottés à un client en disant, ah, lisez-le, c'est très sympa, ça parle de femmes, c'est super, et puis c'est pas féministe et compagnie, quoi, c'est vraiment... Et la fille lui avait dit, moi je crois bien que c'est féministe, hein. Il avait dit, oh non, c'est pas... Et du coup, elle est retournée le voir, et elle lui a dit, si, même elle le dit, c'est pas féministe. Et que du coup, le libraire, après, n'a plus rien dit. Et j'étais hyper contente, c'est fou, il faut tellement continuer à répéter ce mot jusqu'à ce qu'il arrête de faire peur. Et c'est vrai qu'en France, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Je pense qu'il faut répéter à l'infini que le féminisme, c'est vouloir l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. Et qu'à partir de ce moment-là, les gens n'ont plus d'arguments, en fait. Ou alors, parce que tu es contre, tu ne trouves pas que les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes. Alors les gens font... Bon, et puis en fait, à force, ça va aller. Mais c'est vrai que je trouve que les Américains sont beaucoup plus détendus avec ce mot que les Français. On a un peu un truc de F-word avec le féminisme en France. Encore, mais bon, ça... Pas chez les plus jeunes, et surtout pas chez les très jeunes. Donc je pense que ça va évoluer dans le bon sens. J'espère. Mesdames, Messieurs, les timides, allez-y. Ok. Pénélope, je sais que vous habitez maintenant à New York, et je voulais savoir, est-ce que vous vous sentez maintenant peut-être plus inspirée dans votre vie américaine, ou au contraire, des fois, vous vous sentez un peu nostalgique et vous vous dites « Ah, peut-être que je vais rentrer à Paris une semaine et revoir toutes les choses que vous avez aimées et tout, est-ce que vous avez un peu ce rafraîchissement ?» Ou au contraire, non, vous êtes totalement satisfaite de votre nouvelle vie ici L'aspiration est toujours là. Je suis venue avec une date de fin. Donc ça change quand même beaucoup l'expatriation quand on sait qu'on vient pour un nombre d'années limité. Je ne me suis pas dit, allez, je pars à la conquête de l'Amérique et c'est ma nouvelle vie. Parce que je me suis dit, oh cool, je vais partir 3 ans aux États-Unis, make the most of it, quoi. Donc je trouve ça super. En plus de ça, je triche un peu parce que je suis en France tous les 4 matins. J'arrête pas de rentrer pour le boulot tout le temps. Donc en fait, j'ai pas vraiment l'occasion d'avoir la nostalgie de la France, sauf pour certains trucs comme le pain. Vraiment, honnêtement. Ça, j'avais retourné le problème dans tous les sens. C'est vraiment, quand je suis en France, je mange que de la baguette. Je mange que ça. Il y a des boulangers à Chicago. Ouais, à New York, il y a 2-3 Français qui font du pain aussi. Donc, mais il y a un truc avec la farine qui n'est pas pareil. Je sais pas. Il y a un problème avec la baguette, j'ai l'impression. Et de manière générale, partout dans le monde, à part en France, je pense qu'il y a un problème avec le pain. Donc voilà. À part ça, je trouve ça super d'être ici. Et d'ailleurs, j'étais censée rester 2 ans, puis effectivement 3, puis je me demande si ça va pas être 4 là. Mais à la fin, je vais rentrer. Et pour le travail, ce qui est super, c'est qu'ici, il y a tout à faire. Et que ça donne, c'est assez... Enfin, moi, ça faisait 10 ans que je travaillais en France. Et je pense que je m'étais un peu encroûtée. Donc, repartir dans quelque chose de nouveau, c'est super. Et puis, vraiment, ici, il y a un regard tellement charmé par la BD française. C'est super, en fait. Les gens n'arrêtent pas de dire « Ah, c'est tellement français !» Voilà, c'est cool. Le chant français. Bah oui, c'est ça. Alors, est-ce que votre vie à Brooklyn est tout à fait fascinante? Alors, pas du tout, j'ai une vie, les gens sont super déçus. Vraiment, j'ai une vie de mémé. Parce que justement, c'était mon petit break. Et donc, je ne sors jamais.
À part pour aller au yoga, c'est vraiment... Non, j'ai une vie super plan-plan, mais j'adore, c'est génial. En plus, j'ai un petit jardin, j'ai le chant des oiseaux, j'ai des lucioles, enfin vraiment, c'est pas ce qu'on imagine, quoi. J'habite vraiment... Puis c'est cool, et puis quand je vais à Manhattan pour la journée, je me dis « Oh, qu'est-ce que c'est bruyant, oh là là, ça me stresse, oh là là !» Donc, non, c'est le contraire de Sex and the City, ma vie à New York. Voilà, c'est exactement le contraire. Je fais des tartes et tout, enfin c'est... Voilà. Désolée. Des questions, s'il vous plaît? Est-ce que ça change quelque chose de publier dans un journal, d'abord, l'histoire? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu le sentiment que ça s'intégrait dans quelque chose de plus large, que ça allait atteindre un autre public, enfin forcément, vu que c'est les gens qui disent Le Monde, Ouais. mais est-ce que le fait de publier dans Le Monde, pour vous, c'était quelque chose d'important, quelque chose... Bah déjà, ça avait un côté quand même assez flatteur. J'étais contente parce que je lis Le Monde et que du coup, j'étais contente de ça. Ça faisait un moment qu'on cherchait en fait quelque chose à sérialiser, à mettre en série quoi, avec Le Monde. On cherchait des idées de choses et puis quand j'ai eu cette idée-là, ils étaient d'accord. L'avantage, ça a deux avantages. Déjà, effectivement, c'est un public beaucoup plus large. Et puis, quel super cheval de Troie pour faire l'air de la BD aux gens, que de leur glisser ça ni vu ni connu dans Le Monde. Parce que sans se rendre compte, ils font « Ah, mais j'ai lu de la BD !» Donc ça, c'était super. Ça a vraiment... Moi, mon cœur de cible, c'est les gens qui ne savent pas qu'ils aiment la BD, quoi. Donc, c'est parfait parce que les gens, à chaque fois, du coup, en dédicace, me disent « Alors, je vous préviens, je lis pas de BD. Hein. » Je dis « Mais c'est cool, il n'y a pas de problème. Ne vous excusez pas. » Et l'autre avantage plus pragmatique, c'est que moi, j'ai jamais fait un livre aussi vite de ma vie. Mon éditeur, il pleurait de joie. C'est-à-dire que normalement, je mets 10 ans à faire un livre. Et là, vu que je faisais 6 pages par semaine, à la fin de l'année, pouf, j'avais un livre. Et donc, personne n'en revenait chez Gallimard. Ils étaient fous de bonheur. C'est vraiment, quand on a un problème de discipline, ce qui est un peu mon cas, s'astreindre à rendre un truc tous les lundis, même si c'est les vacances, même si on est malade, et dire, si tu pars en vacances, tu t'en fais d'avance avant de partir. Enfin, vraiment un truc très scolaire comme ça. J'avais pris le rythme, en fait. J'avais vraiment une routine. Voilà, je lis 2 jours, j'écris 2 jours, je dessine 2 jours, et puis l'année. C'était super, c'était tout vide quand j'ai fini. Mais c'est bien pour aller vite, parce que c'est vrai que sinon... avant ça, j'avais fait une autre série dans un magazine il y a bien plus longtemps, qui s'appelait Joséphine. Et c'est aussi comme ça que j'ai fait 3 BD en 3 ans. En fait, il faudrait que je fasse ça à chaque fois. Il faudrait que, même si c'est pour que ce soit dans Pif, peu importe, mais il faudrait que j'arrive à me forcer à chaque fois à rendre des trucs comme ça toutes les semaines. Ça aussi, c'est un très bon conseil que je vous donne. Voilà. Si vous voulez faire une BD, débrouillez-vous pour faire un deal avec n'importe qui. Et puis alors, c'est très mal payé. La prépublication, c'est très mal payé. Mais c'est bien pour faire un livre. C'est le thème de la journée. Ah ouais, mal payé. Très mal payé. Ouais, c'est un peu le cœur de l'actualité en France pour les auteurs en ce moment. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez comme BD? Alors moi, j'ai pas du tout grandi avec de la BD franco-belge. J'avais les Tintins de mon père à la maison et ça m'emmerdait. Je détestais ça, j'aimais vraiment pas Tintin. Aujourd'hui, je suis tout à fait capable de reconnaître des qualités parce que c'est mon métier, mais quand j'étais petite, ça me passait complètement au-dessus de la tête. Je pense que ça a à voir avec le fait qu'il n'y a aucun personnage féminin. J'avais un peu du mal à m'identifier. Et vraiment, je me disais, la BD, c'est forcément 48 pages cartonnées avec des aventures de mecs dans des ruines incas. Et vraiment, ça me... Voilà. Et en fait, sur le tard, j'ai découvert le roman graphique. Donc j'ai découvert qu'en fait, on pouvait écrire n'importe quelle histoire en bande dessinée, qu'on pouvait sortir de ce format de 48 pages, que les auteurs pouvaient aborder des sujets même très difficiles en bande dessinée, qu'on pouvait pleurer en lisant une BD, qu'on pouvait rater sa station de métro en lisant tellement c'était prenant. Enfin, toutes ces choses que je connaissais que par le livre, par la littérature, en fait, c'était possible, voire encore mieux en BD. Et donc j'ai découvert l'association et tous ces romans graphiques. Et après, vraiment, ma deuxième découverte, c'était le roman graphique américain. Alors là, quand j'ai découvert Charles Burns et Alison Bechdel et les frères Hernandez et tout ça, alors là, vraiment, c'était en plus une vraie claque graphique. Donc finalement, je lis surtout de la BD américaine. Voilà. Mais il y a des choses très bien en France. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, c'est juste que... Féministe. Oui, en plus, on a la chance d'avoir des femmes qui font de la bande dessinée en France vraiment de qualité, donc profitons.
tant qu'à faire, lisons-les. Dominique. Vous pouvez encore nous parler du travail que vous avez fait avant les culottés? Vous avez mentionné Joséphine, Ouais. vous pouvez nous en dire plus? Ah bah, je peux parce vous que pour faire ceux qui ne une connaissent liste pas, moi je ne complète. connais pas du tout. Donc, Joséphine, c'était une commande d'un magazine qui s'appelle Femina et qui m'avait demandé de créer un personnage qu'on retrouverait toutes les semaines. Encore une fois, très bonne idée. Sachant que je ne faisais pas de bande dessinée du tout. C'est-à-dire que moi, je faisais de l'illustration. Et je travaillais pour ce magazine comme illustratrice. Et donc, c'est eux qui m'ont dit « Mais tu t'es jamais dit que ce serait marrant de faire une BD ?» Et je leur ai dit non. Pas du tout. Ce ne sera pas du tout marrant parce que je ne sais pas faire ça, que j'en ai jamais vraiment lu à part des Gottlieb aux toilettes quand j'étais petite, mais c'est tout. Donc, ça ne va pas marcher. Et donc, je leur ai dit « Est-ce que vous pensez que vous pouvez me trouver un scénariste ?» Et ils m'ont dit « Non, tu vas essayer. » Et si, elle m'a dit, parce que c'était une éditrice, elle m'a dit essaye, et si vraiment c'est lamentable, il sera toujours temps de chercher quelqu'un. Et donc j'ai essayé, et je trouve que c'était assez lamentable, mais elle était bon public, donc elle m'a dit ouais, très bien, continue. Et du coup j'en ai fait 3 comme ça. Et puis ça m'a donné envie d'essayer de raconter des histoires complètes, puisque là c'était une histoire par semaine. Donc à ce moment-là, j'ai écrit une longue histoire qui s'appelait Cadavrexki, qui est traduite en anglais, habilement traduite Exquisite Corpse. Qui est une histoire longue, qui était chez Gallimard. Et j'étais très contente d'avoir fait ça. Et ensuite, j'ai fait d'autres bandes dessinées, parfois avec des scénaristes. J'ai fait une bande dessinée avec Johannes Farr qui s'appelle Stars of the Stars, par exemple. Et ensuite, j'ai fait une longue biographie en noir et blanc, tout au crayon à papier, sur laquelle j'ai sué pendant 2 ans, qui s'appelle California Dreaming, qui est l'histoire de Mama Cass, des Mamas and the Papas, avant qu'elle soit dans le groupe, qui était déjà une biographie libre. C'est-à-dire que... Bon, voilà, c'est un peu fantasmé, un peu, voilà. C'est de la non-fiction, oui et non. Et comme j'ai bien aimé faire ça, et ben après j'ai fait les culottés. Et c'est ma 10e bande dessinée. Voilà, la boucle est bouclée. Et juste un suivi, votre formation en tant qu'illustratrice? Ah oui, alors j'avais fait une école d'art à Paris qui s'appelle les Arts Déco, l'ENSAD, qui est une école d'art super où on fait de tout en fait. On dessine, on travaille le bois, le métal, on fait du costume, on peint, on fait plein de choses. Et en plus, elle a l'avantage d'être gratuite, donc c'est très bien. Bah ouais, c'est cool. Hein, la France. Pour ça, la France, c'est quand même vraiment pas mal. Entre autres, pour plein de choses, mais aussi pour ça. Donc, super école où j'ai essayé plein de choses et où je me suis spécialisée en cinéma d'animation. Donc, j'ai appris à faire du dessin animé, pas très bien, mais à apprendre à raconter une histoire et tout ça. Et je me suis dit, c'est quand même vraiment ça que j'aime bien, moi, c'est raconter les histoires et puis dessiner. Et en fait, en sortant de là, comme il fallait que je travaille, j'ai fait de l'illustration. Parce que c'est assez immédiat quand on sait dessiner, on fait des couvertures de livres, on travaille pour la pub. L'illustration, c'est un peu la façon, enfin, c'est la version alimentaire la plus immédiate du dessin. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu travailler tout de suite en sortant de l'école. Donc j'ai pu gagner ma vie avec le dessin dès la sortie de l'école. Donc c'est quand même assez chouette. Et puis donc après, c'est là que j'ai commencé à faire en plus un peu de BD, à me rendre compte que je préférais 1000 fois faire de la BD que faire de l'illustration. Et après, il a fallu attendre un peu que les courbes se croisent et puis que je puisse vivre que de la BD et ne plus faire d'illustration, ce qui est le cas maintenant. Voilà. Donc tout ça, c'était il y a maintenant... je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir depuis combien de temps je suis sortie de l'école. Bon, écoutez, on peut prendre une dernière question avant que Pénélope ait signé ses livres qui sont ici en vente, le tome 1 et 2 des culottés et Brazen en anglais. Pour ceux qui préfèrent en anglais, on a les 3 livres en vente. Alors, je prends une dernière question. S'il y en a une, les timides, oui, là. Oh, c'est Marie. Bonjour. Bonjour. J'ai 2 questions, si j'ai le droit. Ah, elle Mais s'est bien eu. rapide. La première, c'est du coup, vous avez visiblement touché à plein de médias, plein de supports déjà. C'est quoi la suite? Est-ce que vous allez faire quelque chose d'autre? Est-ce que vous avez des nouvelles envies ou des nouveaux projets? Ah non, je fais que de la BD. Je touche à rien d'autre, moi. Je sais rien faire d'autre. J'ai dit que j'avais appris à faire du dessin animé pas très bien. J'en ai jamais fait après l'école, par exemple. Je sais même pas me servir d'illustrateur. Moi, je sais vraiment rien faire en fait d'autre que de la BD. Donc, je vais toucher à rien d'autre. Et en plus de ça, je veux pas faire de film. Je fais partie des auteurs de BD qui ne veulent pas faire de film en plus. Donc, ça mène un peu à mon autre question alors, je crois. Parce qu'il me semble que Joséphine a été adaptée en film. Oui, 2 fois. Est-ce que vous l'avez vue? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça fait de voir son travail en fait, projeté à l'écran par quelqu'un d'autre? Je suis assez curieuse. C'est super, pour répondre à ta question. C'est super de voir ces personnages en film. C'est complètement fou
de voir, en l'occurrence, une actrice qui a une prothèse de fesses pour faire les mêmes fesses que mon personnage, qui a des grosses fesses. Enfin, c'était fou, son chat s'appelle pareil, enfin, c'était génial. Quand le projet a démarré, le projet des films de Joséphine, en fait, c'était UGC, les producteurs, et ils m'avaient proposé de le réaliser, en fait. Et ça m'a complètement paniquée, c'est que je me suis dit, mais déjà que je galère à faire un livre, qu'est-ce que je vais aller m'embarquer dans un film, chose que je ne sais pas faire, où il va falloir que je fasse travailler plein de gens. Donc il faut quand même que j'ai une idée assez claire de ce que je veux faire, et ce n'est pas du tout le cas, avec des enjeux financiers un petit peu supérieurs à un livre quand même. Et du coup, ça m'a fait tellement respirer dans un sac d'angoisse que j'ai dit, je peux ne pas le faire en fait. Et ils m'ont dit, ah bah si tu préfères, oui, on va trouver quelqu'un. Tu pourras avoir un œil sur son scénario ou pas, même si tu n'as pas envie. Et en fait, j'ai pris cette option-là. J'ai pris l'option, voilà, très bien, prévenez-moi quand c'est fini. Et du coup, j'ai été invitée juste à voir le montage final. Et j'ai découvert 2 semaines avant qu'il soit en salle en fait. Donc c'était super. Et c'était super parce que c'était pas mon film. C'était super parce que je pouvais pas dire, mais attendez, mais c'est pas du tout comme ça normalement sa maison. En fait, je pense que c'est pour ça que je dis que je fais partie des auteurs de BD qui veulent pas faire de film. Je pense qu'il faut vraiment choisir son camp. Soit on dit, j'ai hyper envie de faire ça et du coup, je vais le réaliser, je vais l'écrire, je vais tout contrôler et du coup, ce sera mon film. Et si c'est pas bien, ce sera ma faute. Voilà, c'est mon film. Soit, je pense que la bonne attitude, c'est de dire allez, merci, à bientôt, et d'y aller comme une spectatrice, et puis d'être contente. Et le deuxième, je ne l'ai pas vu parce qu'il est sorti, j'étais déjà plus en France. Et après, je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus, mais je crois qu'il est bien, qu'il est mieux que le 2. Ah, tu fais une petite tête comme ça. Ah, c'était d'accord. Je pense qu'il est mieux que le 1 même. Voilà. Bon, écoutez, j'aimerais vous remercier d'être ici et j'aimerais remercier Camille d'être restée pour l'entrevue. J'aimerais surtout remercier Pénélope d'être avec nous aujourd'hui pendant une tournée très mouvementée, de faire une petite pause en français dans ce déluge d'entrevues en anglais. On sent que ça vous fait plaisir un peu, j'ai l'impression. Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.